OK, un seul mot, c'est tout ce qu'il a fallu apparemment pour déclencher une confrontation géopolitique majeure, puis pour ébranler l'une des alliances les plus solides au monde. On plonge là-dedans ensemble. C'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette histoire. Comment est-ce qu'une seule petite réponse, un seul mot, a pu mettre le feu aux poudres comme ça entre deux alliés qui sont en principe si proches? Et ce mot-là, c'était non. C'est ça la réponse que le premier ministre canadien Mark Carney aurait donnée à une demande super urgente des États-Unis, d'après ce que rapportent les sources. Un non net, direct et, disons-le, assez surprenant. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Tout aurait commencé avec un appel téléphonique, disons, assez tendu. D'un côté, le président Trump qui demande un accès privilégié à l'uranium canadien, de l'autre, ce fameux refus catégorique. Et pour être clair, la demande américaine était vraiment précise. On parle pas juste de vendre de l'uranium, là. Il s'agissait de garantir un approvisionnement stable, à un bon prix, puis surtout de s'assurer que le Canada n'allait pas se tourner vers d'autres acheteurs comme la Chine, par exemple. Mais là, on peut se demander pourquoi est-ce que cette demande était si cruciale pour les Américains? Eh bien, la réponse, c'est que c'est la pierre angulaire d'un plan immense de plusieurs centaines de milliards de dollars qui vise à complètement remodeler l'avenir énergétique des États-Unis. Le plan, c'est pas rien. On parle de construire 200 nouveaux petits réacteurs modulaires. C'est carrément l'expansion nucléaire la plus ambitieuse de toute l'histoire américaine. Un projet qui, en passant, est estimé à quelque chose comme 400 milliards de dollars. Et à quoi vont servir tous ces réacteurs? Eh bien, c'est simple. Ils vont alimenter la révolution de l'intelligence artificielle. Pensez-y. Les centres de données qui font rouler les IA de Google, Microsoft, Amazon, ça consomme une quantité d'énergie absolument phénoménale. C'est une demande que, à cette échelle, seul le nucléaire peut vraiment combler de façon fiable et sans calme. Et voilà, c'est là qu'on trouve la grosse faille dans le plan américain. Le talent d'Achille, si on veut. Comme on le voit bien ici, les États-Unis dépendent des importations pour 95 de leur uranium. Leur production locale, elle est presque à zéro. OK, maintenant, tournons-nous du côté canadien. Parce que justement, cette grosse dépendance américaine, ça donne au Canada un pouvoir assez incroyable. Une position de force unique sur le marché mondial du nucléaire. Bref, le Canada a vraiment toutes les cartes en main. Et d'où vient cette force-là? C'est la qualité exceptionnelle de l'uranium canadien. Regardez ça. Le minerai du bassin de l'Athabasca, en Saskatchewan, il y a une concentration moyenne de 20. C'est pas juste un peu plus, c'est 7 à 200 fois plus que la moyenne mondiale. Ça veut dire que c'est beaucoup moins cher à extraire, à traiter. Bref, c'est la référence. Si on regarde d'où vient l'uranium américain en ce moment, on voit le Kazakhstan, la Russie et le Canada. Le problème, le Kazakhstan est sous influence russe, puis disons que l'uranium russe, c'est devenu politiquement assez toxique. Ce qui nous laisse avec qui? Le Canada. Le seul vrai fournisseur qui est un allié, qui est stable et qui peut fournir en grande quantité. Alors, la question à 1 million de dollars. Pourquoi dire non? Ce n'était pas juste un coup de tête. D'après les sources, c'était vraiment une décision stratégique, bien réfléchie, une manœuvre géopolitique assez fine, merci. Cette citation d'un haut fonctionnaire canadien, elle résume vraiment bien le sentiment qui régnait à Ottawa. Imaginez, après des mois de menaces, de tarifs, de commentaires pas toujours gentils, la confiance était tout simplement rompue. Le non, c'était une réponse directe à la façon dont le Canada se sentait traité. Et avec ce seul mot, le Canada aurait atteint 3 objectifs d'un seul coup. D'abord, montrer qu'on ne se laisse pas intimider et réaffirmer sa souveraineté. Ensuite, se donner un gros avantage, un levier pour les négociations futures. Et finalement, se positionner comme une puissance qui a ses propres cartes à jouer, qui a d'autres options sur la table. Évidemment, les conséquences d'un tel refus, ça ne reste pas juste entre le Canada et les États-Unis. Non, l'onde de choc s'est vraiment propagée partout dans l'Alliance occidentale et ça a créé pas mal d'incertitudes. Alors, qui est touché par tout ça? La liste est longue. On parle des géants de la tech, de la Silicon Valley, dont tous les plans d'expansion pour l'IA dépendent de cette énergie. On parle de la marine américaine, de ses sous-marins nucléaires, de l'OTAN qui commence à s'inquiéter pour la cohésion de l'Alliance. Et oui, ça pourrait même se rendre jusqu'aux factures d'électricité. Écoutez bien cette réaction d'un diplomate européen, ça en dit long sur la gravité de la situation. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est que si deux alliés aussi proches que le Canada et les États-Unis n'arrivent même pas à s'entendre sur une question comme l'uranium, comment peut-on avoir confiance dans le reste? Ça jette un doute sur toute la solidité de l'alliance de défense. On se retrouve donc avec une relation qui est vraiment sur le fil du rasoir, c'est tendu, et la question que tout le monde se pose, bien sûr, c'est « et maintenant, on s'en va où avec ça? » Ce qui est intéressant, c'est que même aux États-Unis, le monde n'est pas d'accord. D'un côté, on a le sénateur Barrasso, qui pointe le Canada du doigt, qui dit que c'est une décision décevante.
Mais de l'autre, on a la sénatrice Lisa Murkowski qui, elle, se tourne vers l'intérieur et se demande « Attendez une minute, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? » Pour la suite, il y a plusieurs scénarios sur la table. Il y a la diplomatie, bien sûr, des négociations intenses qui sont en cours. Il y a la pression du marché, les prix de l'uranium qui montent, ça pourrait forcer tout le monde à trouver une solution. Et pendant ce temps-là, le Canada, lui, ne reste pas les bras croisés. Il est en train de renforcer ses liens avec d'autres partenaires, en Europe et en Asie. Donc, si on résume ça très simplement, d'un côté, une administration américaine qui aurait traité le Canada comme un subalterne. De l'autre, une réponse canadienne qui visait à prouver que le Canada est une puissance indépendante. Au fond, c'est un changement majeur dans la dynamique du pouvoir en Amérique du Nord. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale, et il n'y a pas de réponse facile. Est-ce que le premier ministre canadien a eu raison de tenir son bout, d'exiger un meilleur traitement? Ou est-ce que le risque de se mettre à dos les États-Unis est tout simplement trop grand? C'est vraiment la question qui demeure, et seul l'avenir nous dira qui a fait le bon calcul.